Je souhaiterais tout d'abord m'excuser par avance de vous présenter des questions chronologiques juste avant le repas, mais j'espère qu'elles vous demanderont moins d'aspirine qu'elles ne m'en ont demandé. Je souhaiterais aussi remercier les organisateurs, Dominique Charpin et Antoine Jacquet, de m'avoir permis de découvrir un récit plein de rebondissements, disparitions, drames, coups de théâtre, voire même de complots. Non, il ne s'agit pas du dernier Michael Connelly, mais du véritable feuilleton de l'établissement de la chronologie de l'histoire néo-assyrienne, auquel Jules Hopper contribua activement. Au milieu du XIXe siècle, une sorte de consensus existait sur le déroulement de l'histoire proche-orientale ancienne, les savants ayant plus ou moins réussi à construire une chronologie relativement cohérente à partir des sources bibliques et de l'Antiquité classique. Or, avec les fouilles qui commencèrent à s'y dérouler et le déchiffrement des écritures cunéiformes, ce consensus allait subir l'épreuve de l'histoire. Ces commentaires de 1862, issus d'un article du géographe Vivien de Saint-Vincent, sont, je trouve, particulièrement éclairants. Un des chapitres les plus obscurs de la chronologie des anciens royaumes a toujours été la chronologie assyrienne. Les hommes les plus habiles et du plus profond savoir se sont exercés sur ce sujet difficile sans parvenir à en dissiper les nuages. Ce qui manquait donc pour faire disparaître cette confusion, c'est une date authentique, positivement établie par les autorités anciennes, une date fondamentale en dehors de tout système et de toute hypothèse, une date à laquelle se puissent rattacher toutes les grandes époques de l'histoire de Ninive et de Babylone. Vous verrez que finalement, ça ne sera pas suffisant. Jules Hopper, déchiffreur de l'akkadien et un des principaux traducteurs des sources assyriennes, s'y impliquera fort logiquement et produira des réflexions sur ce sujet tout au long de sa carrière, qui, de manière assez étonnantes, ne connaîtront que peu d'évolution, malgré la succession des découvertes. Nous essaierons, en suivant l'histoire de la chronologie assyrienne, de comprendre quelles étaient ces raisons. Pour ce faire, nous présenterons l'état de la recherche précédant la découverte des tablettes chronologiques, puis comment elles vont faire évoluer le débat, avant de nous interroger sur les conséquences de la découverte de la mention d'une éclipse dans ces textes. L'article sur lequel reposeront les premières réflexions d'Hopper est celui de Solcy, qui date pile de la moitié du XIXe siècle. Ce dernier souligne dedans « Avant tout, nous devons protester de notre profond respect pour l'écriture sainte. » Autant le dire tout net, ce présupposé d'une histoire biblique de référence comme support à l'étude de la chronologie du Proche-Orient ancien va avoir des conséquences importantes sur son développement. Alors, un petit résumé de ce qu'il faut savoir. L'une des sources principales utilisées est le canon de Ptolémée, qui livre la liste des rois de Babylone depuis Nabonassar, dont l'accession au trône est déjà datée de 747. Ainsi, pour la période qui nous intéresse, la succession de 747 à la fin du 7e siècle, pour l'histoire babylonienne, les savants disposaient de données relativement fiables. Les auteurs classiques permettaient aussi de reconstituer des listes de dynasties qui se succédaient au Proche-Orient avec des durées de règne qui, moyennant quelques ajustements, semblaient permettre d'obtenir des données relativement cohérentes sur le déroulement de l'histoire. Ainsi, par exemple, il était possible de reconstruire l'histoire des rois Mèdes et de proposer que leur dynastie commence avec un certain Arbacé en 788. Les sources bibliques, notamment les livres des rois, permettaient d'obtenir une chronologie qui paraissait parfaitement cohérente pour les souverains levantins depuis le IXe siècle, car y étaient mentionnés leurs noms, leur durée de règne et leurs successeurs. Des rois assyriens, qui étaient parfois mentionnés, pouvaient donc être chronologiquement placés. Alors, les points importants, nous avons Jéhu en 884, le roi assyrien Poul envahit le royaume d'Israël et Ménarem lui paye tribut en 770, l'action de Tiglath-Phalazar contre Juda est datée de 742, et enfin la prise de Samarie par Salmanasar de 721. Au-delà de ces informations, il était aussi possible, grâce aux auteurs classiques, de repérer, ce qui actuellement nous paraît un exotisme fou, deux destructions de Ninive. Une première par un certain Nabonassar qui se rebelle contre un Sarak ou Sardanapale qui, désespéré, s'immola dans son palais. Puis une seconde
conséquence de la rébellion des Mèdes menée par Arbacée et les Babyloniens menés par Bélésis contre un Sardanapale qui finit lui aussi par s'immoler dans son palais. Ces deux histoires, dont la trame était semblable, mais certains acteurs différents, étaient considérés comme deux événements distincts. Cela entraînait néanmoins le commentaire suivant de Saulcy. Un seul et même événement qui avait dû frapper les esprits à cause de sa grandeur terrible aurait été attribué à deux époques différentes. Voilà tout le secret de cette invraisemblable répétition des suicides des deux Sardanapales. L'enjeu allait donc être d'essayer d'établir des synchronismes afin de dater ces deux événements. La première destruction de Ninive est assez simple à dater, puisque le canon de Ptolémée nous dit que Nabonassar monte sur le trône en 625, donc cette destruction date de 625. La date de la seconde posait plus de problèmes, mais comme nous savions que Arbacée prenait la tête des Mèdes en 788, elle devait donc se situer quelque part entre 788 et l'accession au trône de Tiglath-Phalazar en 742. Cela était d'autant plus cohérent qu'il s'agissait pour le moment d'une période plutôt vide de l'histoire assyrienne. Les premières découvertes archéologiques vont rapidement faire évoluer les choses. Inks va, en décembre 1851, identifier le Jéhu biblique dans une des légendes des représentations figurées de l'obélisque noir du roi Salmanasar. Ce synchronisme ainsi obtenu va être une véritable catastrophe, car il donne un cadre rigide à l'histoire assyrienne qui va être découverte. Hopper va s'intéresser à ces questions dès ses premiers travaux, notamment dans son rapport au ministre de 1856. Il va notamment proposer le scénario suivant pour la première prise de Ninive. Sardanapale, dernier roi assyrien, fut vaincu par le Mède Arbacée et le Babylonien Bélésis, identifié dans la Bible à Poul. Ce dernier roi fit la guerre à Ménarem qui régna de 771 à 761. Poul, qui ne résida jamais en Assyrie, ce qui explique son absence des ses sources assyriennes, fut renversé lui-même par Tiglath-Phalazar, mais continua à régner à Babylone. Par ailleurs, grâce à une confidence de Inks sur le contenu d'une tablette, que nous nommerons la tablette mystère, vous comprendrez ensuite pourquoi, il considérait que le règne de Tiglath-Phalazar était de 42 ans. Il propose donc de dater le début de son règne de 769. La première chute de Ninive daterait alors de 788. Jusqu'ici, la reconstruction est parfaitement cohérente. L'exploitation des listes d'éponymes, c'est-à-dire la succession des noms de personnages désignant les années assyriennes, va bien évidemment considérablement faire avancer le débat. Rawlinson publie en 1862 les premières informations concernant ces listes en indiquant qu'il put identifier 4 tablettes d'éponymes distinctes, dont voici en quelque sorte l'avant-première, puisque les copies ne seront publiées qu'en 1866. Il en tire les conclusions suivantes sur la chronologie assyrienne. Razaël, roi de Syrie, serait monté sur le trône en 847, entraînant donc une réduction de la chronologie biblique d'une quarantaine d'années. 721 serait l'accession au trône de Sargon. Tiglath-Phalazar monte sur le trône en 745. Et une possible très courte période de trouble en Assyrie pourrait expliquer les variations de mise en page dans les différentes listes d'éponymes. Il faut donc exclure une longue occupation de Ninive et, quoi qu'il en soit, l'histoire assyrienne doit être raccourcie d'une quarantaine d'années. Le premier à réagir sera Inks, et il faut le dire d'une manière plutôt négative. Son avis est particulièrement tranché. Je ne vais pas discuter de la question que Sir Henry a suggérée ici, mais d'une autre question qui doit être réglée auparavant. Ce qui nécessite une rectification, c'est, me semble-t-il, le canon dont Sir Henry a donné un compte-rendu, ou peut-être, devrais-je plutôt dire, c'est l'édition du canon par Rawlinson. Je suis convaincu qu'il n'a pas placé un seul des éponymes en relation avec l'année appropriée. Il va ensuite trouver diverses explications pour dilater la chronologie assyrienne pour qu'elle continue à correspondre à la chronologie biblique. Selon lui, il faut considérer que lors de la prise
de Ninive, il y eut une occupation de la Syrie par les Babyloniens, qui alors utilisèrent leur propre système de datation, ce qui entraîna une interruption des éponymes. Par ailleurs, par un subtil jeu d'équivalence entre diverses sources, il arrive à considérer que le règne de Tiglath-Phalazar était de 42 ans et non 24, comme le proposait Rawlinson. Cette théorie se fonde sur ce que j'ai appelé la tablette mystère, dont voici l'histoire. Inks l'avait repérée en 1853, accrochez-vous, mais bien que soigneusement rangée, ne put jamais la retrouver. Il demande à Hopper en 1855 d'essayer à son tour. Ce dernier affirma en 1862 l'avoir consulté en 1855, mais pourtant affirme en 1856 que les informations qu'elle contenait lui avaient été données par Inks, ce que ce dernier nie en 1862 et 1863, en précisant qu'il tire ses conclusions des lectures d'Hopper. Rawlinson, beaucoup plus simplement, indique en 1862 que cette tablette n'aurait pas dû exister. Bref, les 42 ans de règne de Tiglath-Phalazar Ier se fondent sur une tablette que Inks et Hopper soutiennent avoir vue, mais dont l'interprétation est issue des conclusions des autres. Vous verrez que l'histoire ne s'arrête pas là. La semaine suivante, la syriologie allait vite à l'époque, Rawlinson répond à X. Sa démonstration va être de souligner que compte tenu de la concordance forte des documents assyriens, il est quand même important de les prendre en compte. Néanmoins, il va trouver une solution ingénieuse pour confirmer la chronologie biblique, en changeant la borne haute. Il propose que l'obélisque noir ait été conçu en 2 temps. Les représentations figurées par le grand-père ou le père de Salmanasar et les annales qui ne mentionnent pas le Jéhu biblique par Salmanasar lui-même. Cela permet donc de réduire le fameux écart entre les deux chronologies. Cette proposition est possible car lorsqu'il publie son article, aucune inscription de Salmanasar ne mentionne Jéhu, ce qui sera le cas quelques années après et qui invalidera donc cette théorie. La réponse de Hopper se fait en 2 temps. D'une part, dans l'Athénéum du 2 août 1862, dans lequel il indique « J'ai été autorisé à prendre une copie des listes, des fragments des listes, et j'ose dire que ma conviction est que Sir Henry est sur une fausse piste en ce qui concerne la chronologie. Nous ne pouvons pas partir de la chronologie assyrienne, si l'on peut appeler ces fragments ainsi, pour rectifier l'histoire biblique. Mais la seule façon de faire un travail valable est de procéder du connu à l'inconnu et de commencer par établir les dates hébraïques. » Puis, dans son volume « Les inscriptions des Sargonides », il va démontrer que Rawlinson, qualifié de notre savant collaborateur, se trompe. Pour conclure, et puisqu'il est impossible, par quelque moyen que ce soit, de réduire le compute des rois de Juda pour le faire tomber à 40 ans plus bas, nous voyons dans cette coïncidence une des plus éclatantes confirmations du système chronologique que nous avons adopté. Or, faut-il, pour prouver une proposition que rien ne justifie, mutiler la chronologie juive? Absolument non. Finalement, il reprend sa théorie antérieure. En 1866, Rawlinson va publier un texte qui va passer totalement inaperçu, bien que mentionnant une éclipse, comme vous le voyez ici. Personne n'y prêta attention, car il manquait la colonne gauche qui finalement donnait le sens à ce texte. Or, en 1867, George Smith, un des étudiants en assyrien les plus prometteurs, selon Rawlinson, lui fit remarquer que les subdivisions de ce texte correspondaient aux divisions du canon éponymal. Et Rawlinson, de conclure, en examinant le fragment, j'ai tout de suite vu cette correspondance, bien qu'incomplète, était trop proche pour être accidentelle. Et je me suis alors souvenu d'un fragment d'une liste d'éponymes découvert dans les dépôts du musée depuis la publication du canon, qui s'adapterait probablement à cette tablette mutilée. Et alors, comme toujours, chanceux, voici le fragment, et donc, hop, le joint. Ce petit fragment donne, lui, le nom des éponymes et donc la clé d'interprétation du texte. Il s'agit d'un nouveau type de liste d'éponymes dans lesquels on trouve le nom des éponymes, le statut et la direction de la campagne militaire ou de certains événements.
elle offre aussi l'occasion de faire le lien entre un éponyme, Bourg-Sagalé, et l'éclipse mentionnée précédemment, et donc de lui donner une datation absolue pour la période antérieure à Tiglath-Phalazar, dont la datation faisait débat. Il propose donc, en consultant les listes, qu'il s'agisse de l'éclipse du 15 juin 763, date qui, évidemment, confirmerait sa chronologie précédemment développée. Il continue en soulignant le fait que ces nouveaux résultats puissent altérer quelques données livrées par les textes bibliques ne l'inquiète pas, car aucun érudit chrétien ne soutient aujourd'hui l'inspiration littérale du texte sacré. Les allusions que nous obtenons du Nouveau Canon à la présence des Assyriens en Palestine et à Damas pendant l'intervalle controversé peuvent aider à rectifier la chronologie et à réconcilier les dates des Écritures avec les dates assyriennes. En outre, il en déduit que ce texte était la fameuse tablette mystère qui, donc 14 ans après sa disparition, était redécouverte et faisait alors accessoirement s'écrouler la théorie des 42 ans de règne de Tiglath-Phalazar. Malheureusement, l'heure de la réconciliation n'avait pas encore sonné et Hopper va, dès 1868, publier un article intitulé « La chronologie biblique fixée par les éclipses des inscriptions cunéiformes ». L'article débute par une lettre adressée à François Lenormand qui se conclut ainsi. « Mais ce que je puis déjà affirmer, c'est que ces découvertes nouvelles, c'est-à-dire les siennes, ont complètement établi l'exactitude de la chronologie des livres des rois. Partout où une difficulté semble s'élever, elle n'est pas dans les chiffres de la Bible, mais dans notre imparfaite connaissance des faits. Vous verrez que l'altération du système historique de ces écrits antiques équivaudrait à un raccourcissement du règne de Napoléon pour y placer les 29 ans du règne de Louis XVIII. Il va ensuite explicitement s'opposer aux conclusions de Rawlinson, qu'il qualifie cette fois d'érudit britannique, sans pour autant jamais citer l'article qu'il commente. Puis, bien entendu, il va s'intéresser à la question des éclipses. S'il est indéniable qu'une éclipse eut bien lieu le 15 juin 763, Hopper, en consultant les tables, put aussi en trouver une datée du 13 juin 809, soit 46 ans plus tôt, et qui donc corroborerait toutes ces théories. Inutile de vous faire un dessin, il va évidemment structurer tout son argumentaire autour de cette dernière hypothèse. En outre, il remarqua que Assur-Nazir-Pal II, père de Salmanasar, dans ses inscriptions et surtout selon sa traduction, indique qu'au commencement de mon règne, dans ma première prise d'armes, il arriva que le soleil, l'arbitre des régions célestes, jeta sur moi son obscurcissement propice. L'obscurcissement apporté par le soleil, selon sa traduction, ne pouvait donc être qu'une éclipse. En revanche, il constate quand même que ce n'est qu'à une éclipse très peu visible à Ninive qu'on puisse appliquer une expression de propice. Or, comme vous pouvez le supposer, il put trouver la trace exactement 121 ans avant celle de 809 d'une éclipse totale le 2 juin 930 qui aurait dû être faiblement visible à Ninive. Ainsi, la datation de l'accession au trône du père de Salmanasar, obtenue elle aussi grâce à cette éclipse, confirme le synchronisme entre Salmanasar et Jéhu. Malheureusement, nous savons maintenant que le terme Tsululu est un terme désignant l'ombre protectrice produite par une structure, donc au sens figuré la protection, et donc pas une éclipse. Il faut attendre 1885 pour que Hopper publie à nouveau sur cette question, dans un article dont le titre permet déjà de se faire une idée claire du contenu, la non-identité de Poul et de Tiglath-Phalazar. Il débute par un état de la question qui permet de se faire une idée du fond de sa pensée. Des données contenues dans les textes assyriens semblent être en désaccord avec les données tirées des annales des rois de Juda et d'Israël. Les données bibliques étaient pourtant précisées avec une telle rigueur mathématique que personne ne pouvait les nier, ni ne devait les négliger. En rapportant cette éclipse à celle du 15 juin 763, on était obligé de rayer près d'un demi-siècle d'histoire biblique, d'identifier deux rois, Poul et Tiglath-Phalazar, et de laisser inexpliqués des faits avérés qu'on se contentait de nier. Et d'ajouter, je dirais quelque peu naïvement,
Les données historiques contenues dans la Bible étaient d'ailleurs confirmées par les textes assyriens, partout où cette question chronologique n'était pas engagée. Il va ensuite discuter de deux textes publiés par Pinches, à savoir une liste royale et une chronique, qui permettraient de démontrer, selon lui, que Poul et Tiglath-Phalazar sont bien deux souverains distincts. Je cite, « À cause de ces coïncidences, on pourrait croire, et on a cru, qu'il y eut ici une véritable identité de personne. Le contraire ressort des raisons suivantes. » Bon, pourtant, en comparant les deux sources, on ne peut qu'être d'accord avec le début de son commentaire et s'interroger sur la fin. Son argumentaire général est, comme toujours, parfaitement logique, certes, mais de plus en plus complexe, alors que la solution la plus simple lui paraît toujours absurde. Il conservera cette opinion encore longtemps, car lors de la séance du 15 juin 1897, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, il présentera une communication concernant les éclipses, dans laquelle il indique « Nous avons maintenant à répondre à l'une des objections de M. Lehmann, touchant son idée sur l'éclipse citée par la table des éponymes, et qui est bien celle du 13 juin 809 et pas celle du 15 juin 763. Seulement, je répète qu'on n'a pas écarté le seul texte cunéiforme qui milite pour mon opinion, et qu'on n'en a pas trouvé un seul qui confirme l'opinion de tous les autres. Je ne sais pas si tous les autres croient que ce point de vue est vaincu depuis longtemps. Je voudrais bien savoir qui est ce vainqueur, car jusqu'ici, personne n'a osé entrer en lutte avec moi. Je ne crois pas non plus que les livres des rois soient vaincus, qui pourtant s'opposent au système que je conteste, parce que je suis compétent en cette question. Arrivé au terme de cet exposé, nous avons pu voir que, de manière étonnante, Jules Hopper ne varia jamais dans sa reconstruction de la chronologie assyrienne, même lorsque les arguments contraires devenaient de plus en plus évidents, et que finalement, un à un, les éléments la supportant disparaissaient. Un tel aveuglement scientifique, de la part d'un grand savant, qui fut un précurseur, qui par ailleurs était capable de changer d'avis, de faire évoluer ses idées, etc., est surprenant. Il est fort possible qu'il faille chercher des raisons multiples. Un profond respect pour les données bibliques. Le fait que sur ce sujet, Rawlinson ait toujours réussi à trouver les textes importants avant lui. Et peut-être l'intime conviction d'avoir raison. Il s'agit, je pense, d'un exemple à méditer pour nous tous. Car s'il est très désagréable de se tromper, il est encore plus compliqué de le reconnaître. Pour finir, permettez-moi de citer, une fois encore, le passage de la conclusion du rapport de 1856 qu'Hopper adresse au ministre. « Modeste travailleur, je n'ai qu'une ambition, c'est d'apporter quelques pierres à l'édifice que construit la science de notre époque. Mon but n'est que d'aider à ouvrir une voie nouvelle, à ramasser des matériaux que des mains plus habiles utiliseront, à former des cadres dans lesquels ils les placeront. Et je serai heureux si je l'ai atteint. » Ces quelques pierres sont les solides fondations d'une discipline dont on ne peut qu'espérer qu'elle ait de beaux jours devant elle. Le nombre de participants à la rencontre assyriologique de Paris en 2009, là où il fut le premier titulaire d'une chaire d'assyriologie, montre qu'il peut être heureux d'avoir atteint son objectif. Je vous remercie pour votre attention.